Alors, on continue en parlant ce matin on va faire un petit voyage avec vous dans le alt-right américain ou dans la alt-right américaine. Qu'est-ce que ça veut dire alt-right? C'est la droite alternative, mais comprenons-nous bien, c'est ce qu'on appelle un euphémisme. Je vous présente d'abord Émilie Nicolas, restez avec nous. Il y a aussi, qui se sont ajoutés autour de la table, on les reçoit maintenant en duo, on dirait qu'ils vont ensemble. Julie Dufort, bonjour. Bonjour. Enseignante à l'École nationale de l'humour, mais aussi, surtout, ce matin, je pourrais dire, chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM, spécialiste de politique américaine, entre autres. Jean-Philippe Cipriani, bonjour. Bonjour. Chef des nouvelles numériques à la presse canadienne. Lui aussi, un maniaque qui en mange, la politique américaine. Vous suivez ça beaucoup. Sûr. On leur a proposé de nous aider à comprendre un peu ce qui se passe. C'est une expression qui n'était pas très connue au début de l'année, alt-right. Puis là, à 2 semaines de la fin de l'année, c'est un terme dont beaucoup de gens parlent. Il y a eu l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, puis les apôtres de la alt-right saluent cette élection-là parce que c'est un mouvement qui défend, il faut le dire, le suprémacisme blanc. Par contre, qui n'est pas directement lié au président. Mais vous allez voir, il se crée à un moment donné un genre de glissement. Alors, il y a deux sources qui nous permettent de mieux connaître ce phénomène-là, 2 sources récentes. Il y a un court documentaire publié par The Atlantic, et puis il y a une entrevue avec Richard Spencer, qui est le chef de ce mouvement-là, qui est paru grâce au site Vice. Mais je vous propose tout de suite de l'écouter lui-même, Richard Spencer. To be white is to be a striver, a crusader, an explorer, and a conqueror. We don't exploit other groups. They need us and not the other way around. For us as Europeans, it is only normal again when we are great again. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! Et ces derniers mots venaient avec un salut qui a amené une bonne partie de la salle à réagir par un salut nazi. Ça a été repris beaucoup, ça a été beaucoup souligné, mais vous avez entendu les mots avant, je traduis sommairement. Être blanc aujourd'hui, c'est être un combattant, un croisé, un conquérant. Nous n'exploitons pas les autres. Ils ont besoin de nous et pas le contraire. C'est des mots qui font frémir. On a peine à croire ce qu'on entend. Puis il termine donc en saluant la victoire de Trump et voilà. Alors, vous connaissiez ce mouvement-là, ce phénomène-là, Julie et tous les trois, en fait, et Jean-Philippe, oui? Oui, je connaissais, disons, j'avais suivi un peu parce que l'Oxford avait ajouté d'ailleurs le mot alt-right dans sa liste des mots potentiels. Belle acquisition. Oui, c'est ça, mais eux, ils ont une définition qui est beaucoup plus restreinte. Là, on parle le rejet des politiques traditionnelles puis l'utilisation des médias en ligne pour disséminer les contenus controversés. Ça va plus loin que ça quand on regarde ce qui se passe avec Richard Spencer. Parce que il explique son mouvement. Il est à la tête du très sobrement nommé National Policy Institute. Ça semble très propre, très professionnel, mais qui est dédié à la protection, et je cite, du patrimoine, de l'identité et de l'avenir des Américains de descendance européenne, les Caucasiens finalement, c'est un peu ça. Et ils souhaitent une épuration ethnique tranquille, naturelle. Ils le disent comme ça, peaceful. Ethnic cleansing. Son discours est tellement haineux qu'il est interdit dans la majorité des pays d'Europe, d'ailleurs, parce qu'il tient ce genre de discours-là. Et il se plaint d'ailleurs d'avoir été exécuté numériquement, dit-il, quand on a suspendu son compte Twitter. Alors, et c'est à la fois raciste, c'est à la fois masculiniste, c'est à la fois antisémite aussi. Il y a toute cette haine-là envers les Juifs en disant que le grand complot juif, il est un adepte de ça. Et il y a beaucoup, en tout cas dans le documentaire qu'on a vu, Julie me corrigera peut-être, mais ce sont que des hommes. Et ça, c'est très révélateur aussi. Oui, effectivement. En fait, la composition du mouvement, là, si on peut l'appeler un mouvement, moi, j'ai quand même certaines réticences, en fait, à appeler ça un mouvement. Je pense que c'est Richard Spencer qui incarne le mieux. Là. D'ailleurs, il y avait un article du New Yorker qui disait que c'est un peu comme les snobs ou les hipsters. C'est-à-dire que c'est une terminologie que personne veut s'associer, sauf, mis à part là, quelques-uns comme Richard Spencer.
Mais effectivement, c'est un mouvement qui est raciste, la droite identitaire, donc des jeunes hommes blancs qu'on qualifie, que eux-mêmes, en fait, se qualifient d'intellectuels, mais je vais le mettre vraiment en parenthèse, là, qui veulent finalement se distancier du mouvement conservateur parce qu'ils sont anti-establishment. Donc, ils veulent se distancier de la droite économique et avoir une droite qui est beaucoup plus identitaire, donc reliée au suprémacisme blanc, comme on le mentionnait. Ouais. J'imagine dans un mouvement comme Québec inclusif, c'est quelque chose que vous voyez, que vous suivez, dont vous suivez l'évolution de près, Émilie Nicolas? Oui, on suit l'évolution de ce qui se passe aux États-Unis, puis c'est sûr aussi disons, les équivalents québécois aussi qui pourraient émerger. C'est surtout ça que si on s'en occupe pas, c'est eux qui viennent s'intéresser au travail qu'on fait. Il y en a au Québec. Oui, il faut pas se le cacher, là. Oui, il y en a, puis il y en a de plus en plus. Il y avait une étude qui est sortie récemment qui disait que là où il y en avait, disons, les groupes étaient les plus nombreux, les plus actifs en proportion de la population. Aussi, on voit qu'à l'ensemble du Canada aussi, c'est au Québec ça grouille à ce niveau-là, sans nécessairement sans sonner comme si j'étais en train de paniquer ou de gonfler l'ampleur du mouvement, mais je veux juste dire que c'est pas complètement exotique, puis que c'est des choses qui existent ici aussi. Bon, Julie, tout à l'heure, vous disiez faut faire attention, c'est un mouvement limité et tout. Mais dans la mesure où la meilleure définition qu'on pourrait faire de ces gens-là, c'est un peu des white angry men. Et que c'est ce qu'on a dit de l'électorat de Donald Trump qui a gagné le pouvoir. Oui. Il faut pas capoter, là. Faut pas minimiser, comme dit Émilie non plus. Non, tout à fait. Mon point, c'est pas du tout de minimiser. La seule chose, c'est que je me dis, bon, qu'est-ce qui qualifie un mouvement politique, hein? Ça prend une dimension qui est collective, ça prend des membres qui partagent des valeurs communes, et c'est surtout avoir la capacité à se mobiliser. Mais ce que je vois présentement, en fait, on l'a vu dans le documentaire de Vice ou encore dans le documentaire de The Atlantic, c'est majoritairement Richard Spencer. Donc, je pourrais le qualifier, si on veut, d'entrepreneur politique. Donc, il essaye un peu de générer de l'attention, mais c'est surtout sa personnalité. Et quand je suis allée voir le Policy Institute, le site Internet, eh bien, je me suis rendu compte, je suis allée cliquer sur la page Facebook, il y avait un petit lien Facebook, mais ça nous ramène à la page de Spencer. Donc, moi, je trouve... Il n'y a pas tant d'amis que ça, là. Il y a pas... Exactement. En fait, il y a des groupes sur Internet. C'est un mouvement, comme on le dit à plusieurs reprises dans les médias, c'est un mouvement qui est parti d'Internet. Certains vont même utiliser, en fait, les propos pour simplement faire de l'humour. Ça a été répété à de nombreuses reprises. Il y a des jeunes adolescents qui reprennent les idées du parti et tout ce qu'ils souhaitent faire, finalement, c'est de choquer la population. Et ces gens-là sont fondamentalement apolitiques. Mais ils ne comprennent pas la portée, finalement, de leurs propos. Et certaines personnes qui sont à la tête de ce mouvement-là vont tenter de récupérer ça et d'en faire paraître un mouvement qui est beaucoup plus grand. Sauf qu'à la fois, lorsqu'on a un Steve Bannon, qui est un des chantres de la droite alternative, qui est devenu conseiller stratégique de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui est un des fondateurs du site Breitbart, et qui verse dans cette post-vérité-là, dans ce combat contre la rectitude politique, on nous cache tout et on est très complotiste. Il y a quand même, c'est sûr que ça peut être très circonscrit, le genre de white angry men, de jeunes hommes blancs qui sont adeptes de ça, mais quand c'est rendu à la Maison-Blanche, il y a quand même des questions à se poser. Mais je trouve ça intéressant ce que dit Julie sur la question du marketing, parce que Spencer explique beaucoup. Il dit même de la mauvaise publicité, c'est de la bonne publicité pour nous. Et le terme même alternative right, alt-right, la droite alternative, c'est devenu un peu une étiquette pour mieux vendre. Ça intéresserait probablement nos bêtes de pub le jeudi, parce que effectivement, ça vient vernir une réalité qui est très, très déplorable. On a eu cette discussion-là à l'Associated Press et à la presse canadienne. Comment est-ce qu'on décrit alt-right? Et on établit des balises en disant il va falloir toujours le précéder de self-described, so-called, la droite alternative autoproclamée, expliquer que ce sont à la base des racistes, des néo-nazis. C'est un peu comme l'État islamique qui se donne une allure un peu légitime avec un nom comme ça, mais on s'était bien fait dire, faites attention, c'est groupe armé parce que... Oui, et groupe terroriste, je pense qu'il faut le dire. Alors, même chose donc. Et même le documentaire de The Atlantic parle, le titre est assez révélateur, Rebranding White Nationalism, rebrander, refaire le marketing du nationalisme blanc, parce que c'est pas un nationalisme comme le nationalisme québécois qui a une connotation assez positive en disant, bon, c'est la défense des intérêts du Québec, c'est du nationalisme dans sa forme primaire, péjorative dont il est question, nationalisme qui exclut les autres et qui est une sorte de repli identitaire
identitaire pour essayer de défendre les acquis de la classe blanche masculine privilégiée. Ah oui, puis il y a une phrase qui est très éloquente à ce sujet-là. Les hommes blancs font face à de grandes luttes, dit Richard Spencer. Plus de diversité, c'est ce qu'on nous demande de plus en plus, mais rappelez-vous bien qu'à chaque fois, ça veut dire moins d'hommes blancs. Alors, c'est très fascinant. Autrement dit, là, ça veut dire que c'est autant les luttes pour l'inclusion des communautés racisées que les femmes. Évidemment, on le sent, là, moins d'hommes blancs, là, ça va loin. Là. Ils se sentent personnellement attaqués en tant qu'hommes blancs. Absolument. Alors, oui, la surreprésentation devient un droit fondamental. Exactement, c'est ça. Donc, le droit au statu quo millénaire, finalement, dans un sens. Il y a dans la forme du reportage de The Atlantic quelque chose qui m'a beaucoup frappé. C'est le fait que chaque fois qu'on va dans la rue, ce qu'on voit, ce sont des manifestations extrêmement agitées, antiracistes, mais tellement agitées, puis avec tellement d'insultes criées aux néo-nazis, que tout d'un coup, ça m'a donné l'image du fait que, encore une fois, en manipulant l'image, les suprémacistes avaient l'air tout d'un coup très dignes, très posés, et les opposants avaient l'air des gens agités puis qui proféraient des mots vulgaires. Ça me donne une idée. Même allez vous suicider. C'est leur stratégie. En fait, ils ont je dirais qu'il y a deux types de discours qui se dégagent en fait de la alt-right. Il y a un premier qui est à l'intérieur, qui est extrêmement raciste, extrêmement associé à l'islamophobie, à l'ethno-nationalisme. Et donc, quand ils sont entre eux, c'est le discours qui est véhiculé comme dans l'extrait qu'on a entendu. Quand ils sortent en fait de leur regroupement à l'intérieur et qui vont dans les médias, ils ont un discours qui a l'air plus posé, qui a l'air, je dirais même ordinaire, alors que c'est pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. On va écouter un autre extrait. Vous allez voir, le ton est tout à fait ce que Julie décrit, mais attention, il y a quand même certains mots qui font friser les oreilles. Trump definitely energized the alt-right. He was elected because of the immigration issue, which is fundamentally an identity and race issue, let's be honest. Because we have this connection with him, we can inflect his policies. We're really trying to change the world, and we're going to do that by changing consciousness and changing how people see the world and how they see themselves. Oui, alors le ton, très calme, une entrevue comme n'importe quelle autre. C'est Richard Spencer lui-même qu'on entendait, là, ce qui est au centre de ce mouvement alt-right, qui dit finalement l'élection de Trump nous énergise en parlant de son mouvement. Il a été élu, c'est clair, là, sur des questions d'immigration, qui sont des questions d'identité et de race, on se le cachera pas. Il dit tout ça là, comme si c'était une vérité d'évangile. Il dit, nous, on va pouvoir l'influencer. Alors là, je reviens à ce que Jean-Philippe disait à propos du choix de Steve Bannon. Là. Oui. C'est vraiment ce qu'ils veulent, finalement. Oui, puis il dit même que ce qui semble un peu, disons, extrémiste maintenant, va être normal dans 10 ou 15 ans. Il dit ça va être comme le mariage gay. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était presque une fabulation pour les Américains. Maintenant, ce qui est un peu un grand sophisme d'opposer des principes d'égalité à des principes de division. Mais effectivement, puis ce qui me frappe, avec Bannon, avec lui, avec aussi Gavin McInnes, qui était fondateur de Vice en 94, qui était dans la presse américaine le parrain du mouvement hipster et qui est devenu finalement le chantre aussi de ce mouvement alt-right. Il y a une émission. OK, c'est pour ça que. Il y a une émission sur le site d'information de Rebel qui cherche le scandale. Et la même chose avec Julian Assange, qu'on dit que sa personnalité de 2010 n'est pas du tout celle de 2016, où finalement il a mis son WikiLeaks au service de la machine Trump, c'est de voir que ces gens-là, et même Spencer dans le documentaire, dit, moi, ce que je voulais, c'était gérer un théâtre. Ils ont des côtés très, très, à la base, progressistes, militants quand ils sont plus jeunes, et ça dérive complètement vers la droite pour plusieurs d'entre eux. Mais à un moment de leur vie où ils sont dotés de moyens extraordinaires. Et c'est là le grand danger. On pense à chez Vice ou quelque chose comme ça. Mais c'est des personnes qui sont très fortes en communication. C'est ce qui en ressort. Puis donc, toute l'importance de dénoncer le marketing autour simplement le mot alt-right. Parce que quand on voit dans les discours, ce qui ressort, c'est l'influence qu'ils prennent de la politique allemande d'une certaine époque comme une source intellectuelle. Ils vont citer des choses en allemand, récupérer. C'est un mouvement néo-nazi. Ouais. C'est un mouvement néo-nazi
qui a l'intelligence de comprendre que le mot néo-nazi, c'est une façon de s'auto-exclure, de s'auto-marginaliser de l'espace public. Donc, ils font juste changer de nom. C'est un mouvement néo-nazi qui, comme les mouvements néo-nazis d'ailleurs, ont cette préoccupation-là pour la lutte contre les élites et pour, tu sais, c'est du national-socialiste. Là. Cet amalgame-là est pas nouveau et c'était à la base ce que c'était dans les années 30 à cette époque-là. Encore de nos jours, je veux dire, ça a quand même aucun sens. Ça, c'est extrêmement choquant. Ouais. Alors, Julie Dufort, vous étiez la plus, comment dire, vous avez l'air quand même de dire qu'il faut pas s'énerver trop, s'emballer trop, s'emballer au sens de la peur, là. Ben, en fait, juste pour peut-être rectifier le tir, je crois effectivement que des gens comme Steve Bannon ont une influence qui est extrêmement importante sur la politique américaine. Ce que je veux juste dire, en fait, c'est qu'on devrait peut-être pas, on devrait repenser, re-questionner cette idée de le voir comme un mouvement qui a un impact et qui a la capacité, qui a une base exactement. Donc, ça sera à voir en fait dans les prochains mois comment ils vont réussir à s'organiser. On espère pas le voir. Non, on espère le voir si ça existe, mais on espère que ça arrive mais pas. En même temps, on le voit un peu déjà avec toute l'épidémie de croix gammées un peu partout qui sort comme les graffitis, les attaques personnelles envers les personnes depuis l'élection de Trump. Donc, au-delà du lien direct qu'on peut faire entre cette personne-là qui serait peut-être travaillée pour, disons, les idées circulent. Ça normalise. Et circulent de façon, disons, un peu plus grassroots. Et là, ça devient des personnes qui, comme Richard Spencer, se sentent énergisées par Donald Trump, se sentent dédouanées par Donald Trump, d'aller donc attaquer des personnes immigrantes, des personnes sans papier, des personnes noires. Décomplexé, comme on dit habituellement. C'est encouragé. Affirmé maintenant. C'est ça, affirmé et encouragé. Alors, on devrait faire comme la presse canadienne, hein, quand on parle d'eux, dire qu'est-ce que vous avez choisi, vous? Le mettre en contexte. On disait la droite alternative autoproclamée. C'est comme ça qu'on disait ça. On pourrait même aller jusqu'à dire le mouvement suprémaciste qui s'appelle droite alternative. Ou raciste ou néo-nazi. Ou raciste ou néo-nazi, carrément. Oui, c'était dans notre comme Émile dit, puisqu'ils adoptent le discours, certains termes et tout, on pourrait nous dire ce qu'eux ne disent pas. Bien sûr. Même le site Internet Breitbart, qui a créé un guide, en fait, pour comprendre la alt-right. Donc, comprendre la alt-right de l'intérieur dit qu'il y a des néo-nazis dans leur groupe. Donc, alors, l'affaire est claire. Donc, merci de nous avoir mis en garde, je dirais. Mais encore là, faut pas voir ça comme de la publicité. Hein. C'est tout le contraire de ce qu'on veut faire. C'est juste de savoir que ça existe. Absolument. Et puis de surveiller ce qui se passe ici aussi. Jean-Philippe Cipriani, chef des nouvelles numériques à la presse canadienne. Julie Dufort, qui est associée à la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Et Émilie Nicolas, présidente de Québec Inclusif. Merci tous les trois. Merci. C'est intéressant parce qu'à la chronique internationale de Léo Kalinda, que je salue. Bonjour Léo. Oui, bonjour Michel. On va parler de cette élection de Trump qui pose la question de la droite extrême dans le paysage politique des États-Unis. C'est la première fois d'ailleurs qu'on a une élection racialisée à ce point-là. Il y a un sondage de sortie des urnes mené par Edison Media Research mardi qui disait que les électeurs blancs, écoutez bien ça, ont représenté 70% de l'électorat et ils ont voté à 58% pour Donald Trump. Par contre, chez les Afro-Américains, qui ont présenté 12% des votants, Donald Trump n'a recueilli que 8% des voix contre 88% pour Hillary Clinton. On peut dire donc, sans trop se tromper, que pour les Noirs, comme les autres minorités qu'on entendait tout à l'heure, Léo, l'ambiance est pas forcément à la fête aux États-Unis. Oui, bien sûr. Des membres des minorités déplorent des actes de harcèlement qui seraient en augmentation depuis la victoire de Donald Trump. Ainsi, on le voit, devant le drapeau des Confédérés, donc du temps de la guerre de sécession, on voit des Blancs qui postent des photos en blackface, donc ces fameuses caricatures stéréotypées des Noirs. Mais plus généralement, selon les services de police, un peu partout aux États-Unis, des agressions contre les Noirs, les Latinos, les Asiatiques et les musulmans font l'objet actuellement d'investigations. Par ailleurs, autre conséquence de l'élection de Trump, le KKK, le Ku Klux Klan que vous connaissez, annonce pour le 3 décembre prochain un défilé de la victoire en Caroline du Nord. Alors, ce groupe raciste qui prône la suprématie de ce qu'il appelle la race blanche se réjouit que Trump a unifié le peuple blanc. C'est une citation, bien sûr. Et il n'y a pas que le groupe suprémaciste KKK qui soit content. Il y a les ultranationalistes populistes un peu partout dans le monde qui sont ravis. Mais aux États-Unis, parmi les heureux, il y a le mouvement alt-right, l'alternative de droite et ses membres qui sont très actifs sur la toile notamment. Qui sont-ils au juste? Alors, ce sont des militants ultra-conservateurs. Ils sont tous des supporters de Trump, bien sûr. Ils sont opposés à l'immigration, au multiculturalisme et à leur version du politiquement correct. Alors, même si Donald Trump s'en défend,
des intellectuels d'alt-right lui ont donné des munitions, donc des idées du trumpisme qu'il faut bien reconnaître maintenant comme un vrai projet politique. Ce courant d'extrême droite a secoué le Parti républicain pour avantager Trump. Le premier d'entre eux, Stephen Bannon, a dirigé la campagne de Trump. Il est même pressenti actuellement comme son chef de cabinet à la Maison-Blanche. Et ce même Bannon dirige le site Breitbart News, qui est le relais du mouvement alt-right. Mais en fait, leur icône, la principale figure d'alt-right, c'est Jared Taylor. Alors, Jared Taylor, qui est-ce au juste? C'est un homme assez particulier, impressionnant en quelque sorte. C'est un ancien journaliste au Washington Post. C'est un politologue qui a étudié à Sciences Po à Paris, donc vous allez entendre, il a un français parfait. C'est un essayiste et c'est un théoricien du racisme qui s'assume. Exemple, c'est vraiment assez difficile à croire, mais dans son livre The Color of Crime, donc littéralement la couleur du crime, il écrit que, à partir d'un usage fantaisiste des statistiques, il faut le dire, il affirme que, je le cite, les Noirs sont par nature plus criminels que les Blancs. Alors la question qui se pose, est-ce que la campagne et l'élection de Donald Trump ont réactivé le mouvement alt-right? Réponse, Jared Taylor. Notre mouvement a précédé Donald Trump. Certaines politiques de Donald Trump s'alignent bien avec des politiques que nous avons recommandées depuis longtemps. Mais on ne peut pas dire que Donald Trump fait partie de notre mouvement. Il s'en inspire quand même. Ça serait très bien. Mais nous, dans le alt-right, on pense en termes de race. Et nous, on croit que les Blancs ont le droit de rester majoritaires dans leur propre pays, non seulement aux États-Unis ou au Canada, mais en Europe aussi. Trump, justement, parce qu'on l'a vu durant la campagne, il a assumé qu'il soit raciste. Et vous dites Trump va sauver les Blancs. Les Blancs sont vraiment menacés? Trump, il a trouvé certaines politiques. C'est-à-dire, on va renvoyer les clandestins chez eux. On va empêcher d'autres clandestins d'en venir. On va, si on peut, arrêter ce système de droit de sol. Ça veut dire, si un clandestin a un enfant aux États-Unis, l'enfant devient citoyen américain. C'est un mauvais système. Aussi, il a parlé de l'idée de vraiment arrêter l'immigration des musulmans. Ça sont de très bonnes politiques. Mais je crois que la motivation de Donald Trump ne vient pas de l'idée de préserver une majorité blanche. Il ne pense pas dans ce terme-là. Est-ce qu'il devrait, d'après vous? Oui, je crois que ça serait normal. Jared Taylor, auteur de The Color of Crime, et c'est un langage qu'on n'entend pas souvent sur notre antenne, il faut dire, Léo. Bien sûr. Alors, selon Jared Taylor, ce qu'il appelle les races sont inégales. Il a déjà déclaré que les Asiatiques, je le cite, étaient objectivement supérieurs aux Blancs. Et dans son journal American Renaissance, il a écrit ceci, je cite toujours, « Quand les Noirs sont laissés à eux-mêmes, la civilisation occidentale, en fait toute forme de civilisation, disparaît. » Pour le coup, Taylor souhaite une forme d'autoségrégation, donc une séparation volontaire des non-blancs d'avec les blancs, contrairement à la politique officielle du melting pot qui remonte tout de même au 19e siècle. La politique de l'administration américaine est toujours d'essayer de forcer les gens d'être intégrés. Moi, je crois que c'est pas vraiment selon la nature humaine. Nous sommes une espèce tribale. Je crois que si l'administration pouvait reconnaître cet aspect de la nature humaine et laisser les gens se séparer, on serait bien plus content. Il faut avoir une certaine séparation. Si on mélange tout, c'est comme les couleurs d'une peinture. Si on mélange toutes les couleurs, on a ce brun uniforme. Pas bien. Alors ça, c'était aussi l'idée de l'apartheid en Afrique du Sud, quand il parlait de zèbres, des couleurs blanches, des couleurs noires sur le même animal, mais qui ne se touchent pas. Si on avait fait un partage équitable qui donnait aux Noirs la majorité du territoire, ça aurait été quelque chose qui aurait pu peut-être être acceptable. Mais maintenant, pour les Blancs en Afrique du Sud, minoritaires, je crois que dans quelques décennies, ça deviendra comme les Blancs minoritaires en Zimbabwe.
persécutés, chassés hors de leur propre pays. Non, je crois que c'est probablement la solution fatale des Blancs en Afrique du Sud. L'essayiste Jared Taylor. Donc, on croit entendre, Léo, un homme angoissé, littéralement par l'avenir des Blancs. Ah oui, c'est physique. Hein. Il est vraiment triste quand on l'écoute. Alors, à lire son dernier livre qui s'intitule « L'Amérique de la diversité, du mythe à la réalité », on sent qu'il a sincèrement peur pour l'avenir des Blancs. Mais vraiment peur? Oui, tout à fait. Et pour l'avenir des Blancs dans le monde entier, sauf dans les pays de l'Europe de l'Est, où eux, ils tiennent à une idée que l'Europe doit rester européenne. On m'accuse toujours d'avoir des sentiments haineux, mais pas du tout. Moi, je veux que toute race, toute culture survive et fleurit. Ça, c'est la meilleure solution. Mais le problème, Monsieur Taylor, c'est votre notion de race. Tous les scientifiques, les amatologues, tous les anthropologues, ils vont vous dire qu'il n'y a qu'une race humaine. Alors, il n'y a pas une race de blancs. Non. La race, c'est un phénomène biologique. Les gens qui l'ont étudié sérieusement en reconnaissent. Mais bien sûr que ça existe. Mais un hématologue vous expliquerait que si vous êtes un blanc de New York, que vous êtes malade, vous pouvez parfaitement être soigné par transfusion avec quelqu'un qui est à Dakar. C'est ça l'unité de la race humaine. C'est scientifiquement prouvé. Non, vous vous trompez. Non, si on conserve de la moelle des os, il faut un transfert de quelqu'un qui est génétiquement très proche. On a les réactions aux médicaments qui diffèrent d'une race à l'autre. C'est l'essayiste et théoricien du racisme Jared Taylor du mouvement Alt-Right qu'on vient d'entendre. Ben oui, alors Michel, pour terminer, je vous sers une citation du romancier Romain Gary. Quand il était consul de France à Los Angeles, il avait été victime du racisme ordinaire aux États-Unis. Pourquoi? À cause de son bronzage et sa moustache. On avait souvent pris le métèque Gary pour un Mexicain. Alors, aux partisans d'extrême droite, dans son essai pour Ganarelle, il écrit, je cite, « Le patriotisme, c'est d'abord l'amour des siens. Le nationalisme, c'est d'abord la haine des autres. » Léo Kalinda, merci.